Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. La tontine en ligne, pratique de plus en plus répandue au sein de la population. Cette version modernisée de la tontine contribue à la hausse du pouvoir d'achat du citoyen, mais n'est pas sans conséquences. Le recyclage permet de donner une nouvelle vie à des objets en fin de vie. La réflexion actuelle porte sur un enjeu écologique majeur. Le passage clouté est nécessaire et réservé aux piétons. C'est un marquage au sol qui permet la traversée de la chaussée en toute sécurité sur nos routes. Bienvenue dans ce journal. Elles sont de plus en plus courantes sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une nouvelle forme de tontine qui permet d'épargner auprès d'une tierce personne via les réseaux sociaux sans toutefois la connaître. Mais c'est une pratique qui n'en demeure pas moins risquée. Que faut-il savoir sur ces tontines virtuelles? La réponse dans ce reportage réalisé par Christelle Hueto et Amandine Anyamboso. La tontine est un système d'épargne qui existe depuis des décennies en Afrique. Mais désormais, elle se modernise grâce au numérique. Pas besoin de se déplacer. La tontine en ligne se fait de façon rotative et exclusivement par le biais des réseaux sociaux. J'ai eu à faire l'expérience une fois et j'ai donné des tontines en ligne et la personne m'a dit que j'aurais des colis en retour que j'ai eu. Faire sortir mon argent de ma poche et envoyer à quelqu'un que je ne maîtrise pas bien, que je ne connais pas, et lui envoyer soit disant que je suis en train de faire une tontine. C'est pas ma chose. Moi, oui, j'ai trouvé de bénéfices dedans. Pour moi, c'est fiable. C'est quelque chose de confiance. Mais vous confiez votre argent à quelqu'un ou bien à une entreprise, disons en ligne, que vous ne connaissez pas. Alors c'est un gros risque que vous prenez, quoi. Tontine pour achat, entre autres, de sacs, de chaussures, de paille et des ustensiles de cuisine. De plus en plus, des groupes WhatsApp et Facebook se créent dans le but de réaliser des tontines. Ils sont devenus très tendance et chacun y trouve son compte. Désormais, nous n'avons plus besoin d'avoir un tontinier avec caisse ou bien sac en main qui se promène et qui va donc susciter l'attention des voleurs. On n'aura plus ça. Donc avec le numérique, les fonds paraissent plus sécurisés. Ça se passe dans une certaine discrétion donnée. Nous pouvons être au Bénin et participer à une tontine aux États-Unis, dans un autre pays. Cela montre donc que cette tontine en ligne permet de briser les frontières. Et contrairement à la tontine classique, celle en ligne ne nécessite pas la présence des membres. Certains le font entre amis, d'autres ne se connaissent pas, ce qui pourrait constituer un risque. Nous supposons un instant que l'un des membres ou des adhérents de cette tontine n'arrive pas à payer à temps. Quels seraient les recours contre ce dernier s'il est dans un pays loin? Le code sur le numérique par rapport aux opérations financières demande à ce que ceux qui les pratiquent puissent faire des déclarations à hauteur du montant de transactions financières. Mais la vraie question est de savoir ceux qui initient cette tontine-là, est-ce que réellement ils arrivent à faire ces formalités? Ce n'est pas évident. Et s'ils ne le font pas, et lorsqu'il y aura des difficultés, à qui faire recours? Face à cette nouvelle pratique où la confiance ne peut être garantie, les spécialistes recommandent de faire recours aux institutions financières compétentes pour sécuriser son argent. Il n'y a pas d'épargne sans risque. Toutefois, les institutions financières qui quand même ont une certaine couverture institutionnelle reconnue paraissent plus conseillées pour faire les épargnes. Les amoureux des tontines, responsables comme membres, doivent être vigilants pour ne pas se faire arnaquer. Le papier, le plastique, le verre et bien d'autres objets ont souvent plusieurs vies grâce au recyclage. Le recyclage permet d'éviter l'enfouissement et l'incinération des objets. La réflexion actuelle porte sur le recyclage, sur un enjeu écologique majeur. Alessandra Tchoton. Certains objets du quotidien finissent souvent leur vie au fond des poubelles. Or, il s'avère possible de les recycler.
Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels ou ménagers de produits arrivés en fin de vie qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Les matériaux recyclables comprennent certains métaux, plastiques et cartons, le verre, les gravats, etc. Un exemple de ce procédé est la fabrication de bouteilles neuves, obtenues avec le verre de bouteilles usagées. Le recyclage a deux conséquences écologiques majeures. La réduction du volume de déchets, donc de la pollution qu'il causerait, certains matériaux mettant des décennies, voire des siècles à se dégrader, et la préservation des ressources naturelles, puisque la matière recyclée est utilisée à la place de celle qu'on aurait dû extraire. Le recyclage contribue à diminuer les quantités de déchets stockés en décharge ou incinérés, tout par de la collecte et du tri. En gérant mieux ces déchets, l'homme agit pour la préservation de l'environnement en économisant les ressources naturelles. Le geste du tri permet d'offrir une seconde vie aux matériaux. Les enjeux sont clairs. Éviter l'enfouissement et l'incinération, favoriser le réemploi et le recyclage 100% matière. Ce 18 mars est une journée dédiée au Digital Cleanup Day. C'est une journée mondiale de sensibilisation à l'empreinte environnementale du numérique par l'action. L'objectif est de générer une prise de conscience sur la pollution numérique qu'elle engendre. Une prise de conscience qui invite particuliers, écoles, collectivités, entreprises et associations à agir concrètement en nettoyant ces données et ou en offrant une seconde vie à tous ces équipements numériques qui dorment dans des tiroirs. Rejoignez donc le mouvement. D'une journée à une autre, ce 18 mars est aussi la journée mondiale de la schizophrénie. Pour cette 20e édition, c'est toute une semaine qui est consacrée à la sensibilisation de cette pathologie. La schizophrénie est une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions. De nombreuses personnes souffrant de schizophrénie peuvent avoir un comportement normal pendant une longue période et être perturbés uniquement pendant les périodes de crise. La schizophrénie touche à l'échelle mondiale 1% de la population. Elle survient surtout chez les jeunes à la fin de l'adolescence ou au début de la vie adulte. Ce 18 mars marque aussi le début de la Semaine internationale de la courtoisie au volant. Elle est une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant, l'incivilité au volant. La journée a été initiée dans le but d'améliorer le comportement des conducteurs et d'instaurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route. Pour marquer cette journée, nous vous proposons de suivre un reportage sur le passage clouté. Des règles strictes sont établies par le Code de la route afin d'assurer une bonne entente entre les automobilistes et les piétons. Pour traverser la chaussée en toute sécurité, les passants doivent se rendre sur les passages cloutés qui leur sont réservés. Quelle est donc l'utilité de ces passages, encore appelés passages piétons? Élément de réponse dans ce reportage de Ruth Avanan, Arnaud Avanan et Ulvaeus Balogun. On les retrouve très souvent sur la chaussée. Ces bandes verticales blanches alignées les unes derrière les autres. Elles désignent le passage pour les piétons. C'est le lieu de la traversée de la route par les piétons. C'est un endroit qui est tracé de bandes discontinues qui traversent la route, qui est généralement aux intersections, mais ça peut se retrouver un peu partout, là où le législateur a jugé bon de les placer pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. Placés en agglomération près des carrefours, dans les feux tricolores ou encore tous les 30 mètres sur les grands axes routiers, ces passages piétons censés assurer la sécurité du piéton lors de la traversée de la voie ne sont pas toujours respectés. On souffre vraiment pour traverser la route.
Et ça se remarque, il y a les cas d'accident. Des fois même, on remarque que même les tassimans, les éminements, viennent sur les passages, ils viennent occuper le passage piéton. Et quand tu parles, des fois tu es même injurié. Dans notre pays, le passage piéton n'est pas du tout respecté. Parce que des fois on se sent bafoué et on n'arrive pas à traverser comme il le faut. Surtout quand on est dans une voie où il y a une forte circulation ou aux heures de pointe, c'est compliqué pour les piétons de circuler. Au-delà de l'incivisme, l'ignorance du code de la route par les piétons est aussi pointée du doigt. Vous voyez, le législateur a tellement pensé à la sécurité du piéton qu'il a mis plusieurs panneaux pour indiquer ce passage-là. Il y a d'abord la signalisation verticale qui signale d'avance. C'est le panneau triangulaire, bordure rouge, qui annonce déjà que bientôt, vous allez voir le passage pour piétons. En dehors de ça, il y a encore, à l'endroit là où est tracée la bande dont je parle, la bande passage clouté sur la route, il y a encore un autre panneau carré et bleu où on dessine encore le piéton pour dire voici l'endroit où le piéton doit traverser la route. En dehors de la peinture, la bande discontinue tracée sur la route, en dehors de ça, donc il y a ce panneau-là. Donc il y a 3 éléments qui viennent protéger le piéton. Mais si malheureusement les gens font semblant de ne pas connaître la chose et se positionnent n'importe où pour vouloir traverser la route, ça veut dire que le piéton lui-même se met en infraction pour provoquer son insécurité. S'approprier le code de la route s'avère donc tout aussi indispensable pour les automobilistes que pour les piétons. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.